La visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Moscou, après la condamnation à 3 ans d'emprisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, hospitalisé à Berlin après son empoisonnement. Il s'agit de la première visite dans le pays d'un haut représentant de l'Union européenne depuis 2017. On en parle avec l'invité du jour, Arnaud Dubien, spécialiste de la Russie et directeur de l'Observatoire du Centre d'analyse franco-russe. Bonjour. L'affaire Navalny est-elle au cœur de cette visite ? Je ne dirais pas ça, je dirais évidemment que ça constitue la toile de fond d'actualité, mais c'est un sujet évidemment particulièrement sensible, mais c'est un sujet parmi d'autres. Il y a d'autres dossiers sur la table, l'Ukraine, l'Iran, les dossiers de désarmement, etc. etc. Et puis depuis peu, il y a la question du Spoutnik, de l'homologation du vaccin russe en Europe. Donc l'affaire Navalny est présente dans tous les esprits. Il n'est pas certain du tout qu'elle soit au cœur des discussions. Avant de revenir sur l'affaire Navalny, est-ce que sur l'Iran, justement, il y a une vraie convergence entre la position de l'Union européenne et celle du pouvoir russe ? Oui, l'Iran est un dossier où les convergences sont possibles. Il n'y a pas identité de vue parce qu'il n'y a pas identité d'intérêt entre l'Union européenne et la Russie, qui a une politique traditionnelle, une politique à part sur l'Iran. Mais s'agissant du dossier du nucléaire iranien, il y a la volonté de ne pas permettre à l'Iran d'accéder à l'arme atomique. Je rappelle que la Russie a encore plus intérêt que nous, puisque la Russie est pratiquement frontalière de l'Iran. Par ailleurs, il y a évidemment le souhait de pouvoir renouer dans un cadre multilatéral après l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine. Donc oui, l'Iran est un terrain de convergence possible, mais il y aura des nuances. Il faudra regarder dans le détail ce qu'inclut un possible accord. En particulier, il n'est pas certain que les Russes soient d'accord pour mettre dans un nouveau texte la question des missiles balistiques iraniens, par exemple. Alors Navalny est accusé de ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire alors qu'il était en Allemagne après l'empoisonnement dont il a été victime. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison. Le refus du Kremlin d'ouvrir une enquête est-il tenable aux yeux de l'opinion russe, tout d'abord ? Aux yeux de l'opinion russe, certainement. J'attire votre attention sur le fait que les perceptions en Russie et en Occident sont assez différentes. Un sondage vient de tomber ce matin qui a, je pense, beaucoup surpris et beaucoup choqué probablement les partisans de Navalny. Un sondage réalisé par l'Institut Levada, qui n'est certainement pas soupçonné de collusion avec le Kremlin, et qui montre que depuis le mois de septembre jusqu'en janvier, le taux d'approbation, c'est-à-dire après l'empoisonnement, après le traitement à Berlin, après le retour très médiatisé, après l'incarcération, autant d'événements qui ont suscité beaucoup d'émotions en général et dans la presse occidentale en particulier, eh bien ce sondage publié aujourd'hui montre que le taux d'approbation de l'action de Navalny baisse légèrement de 20 à 19 points et qu'en revanche le taux de désapprobation de l'action de Navalny est passé de 50 à 56. Donc attention aux effets de loupe. Tout le monde ne pense pas comme nous et manifestement une majorité de Russes ne pense pas comme les Occidentaux dans cette affaire-là. Même si on a vu quand même une forte mobilisation les 2 derniers week-ends précédents, l'Europe en tout cas demande la libération d'Alexeï Navalny. Est-ce qu'elle a les moyens de faire pression sur Vladimir Poutine ? Clairement non, et d'ailleurs, comme je l'ai dit au début, il n'est pas certain que ce sujet soit un sujet central. Les Russes en tout cas ont adressé un tir de barrage préventif en disant que si les Européens exigeaient quoi que ce soit, les Russes trouveraient une réponse adéquate. Pour les Russes, ce n'est pas un sujet. Pour les Russes, il s'agit d'une tentative d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Et si Josep Borrell doit aborder ce sujet, je pense qu'il le fera, la réponse de son homologue Lavrov est parfaitement prévisible. Et il est clair que l'Union européenne n'a aucun moyen d'obtenir ce qu'elle demande. Et est-ce que cette condamnation, elle révèle quoi de l'indépendance de la justice en Russie ? Écoutez, l'indépendance de la justice en Russie, a fortiori sur les dossiers politiques, elle est très théorique, et c'est un euphémisme. Donc je crois qu'en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le sujet, malheureusement. Le sujet, c'est quelles conséquences politiques pour la Russie, quelles conséquences diplomatiques, ce que ça révèle aussi du pouvoir russe, de la réaction de la société. Je dirais que la justice russe, c'est hélas pour l'instant un non-sujet. Alors vous parliez des conséquences diplomatiques, les Européens ne parlent pas tous de la même voix. Le Parlement européen a demandé en tout cas l'arrêt immédiat du gazoduc Nord Stream 2. La chancelière allemande Angela Merkel, elle n'est pas prête à y renoncer. Non, bon, il faut savoir que le Parlement européen, depuis quelques années, se fait le porte-voix en réalité, s'agissant des dossiers russes,
des États membres les plus hostiles à la Russie. On sait que les Polonais ils sont très influents, les Baltes, les Suédois. Donc le Parlement européen est traditionnellement sur une ligne plus dure que le Conseil et que certains États membres. Il n'y a rien d'étonnant, rien de nouveau à cet égard. Pour ce qui est de nouvelles sanctions, d'abord il faut rappeler qu'il y a déjà eu des sanctions au titre de l'affaire Navalny, au titre de la violation par la Russie de la Convention sur les armes chimiques. Au mois d'octobre, une liste de hauts responsables russes a été établie qui sont interdits de séjour, notamment dans l'Union européenne. La question est de savoir si on va plus loin et dans quel registre. Si on va, par exemple, dans le registre des sanctions économiques, le plus probable est que non, parce que la plupart des États membres, y compris la France, qui a émis des réserves sur le Nord Stream 2, ne souhaitent pas des sanctions économiques au sens large, qui pénalisent en réalité les entreprises européennes plus que la Russie. En revanche, il peut y avoir de nouvelles sanctions côté américain. Et est-ce que vous diriez que le pouvoir de Vladimir Poutine actuellement est réellement affaibli ? En tout cas, pas par l'affaire Navalny. Il y a un effet d'usure qui est assez logique. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis une vingtaine d'années. La situation socio-économique n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas brillante non plus. Il y a, à la différence de la première décennie 2000, la claire sensation qu'il n'y a plus vraiment d'ascenseurs sociaux en Russie, que la situation est bloquée. Il y a une demande de changement assez largement partagée. Mais c'est là que commence l'ambiguïté. Pour une majorité de Russes, la volonté de changement réel, d'amélioration dans tous les domaines est contrebalancée par la peur du changement, changements qui en Russie sont souvent chaotiques. Et on sait que le Kremlin, Vladimir Poutine, aime à rappeler le chaos des années 90 qui ont effectivement été un immense traumatisme pour la population du pays. Et alors vous parlez de volonté de changement des Russes, alors justement malgré tout, que peut faire l'Europe pour aider les citoyens russes qui aspirent à plus de démocratie ? À vrai dire, pas grand-chose directement et dans l'immédiat. Ce qu'elle pourrait imaginer, c'est par exemple lever les visas. C'est un sujet qui était sur la table il y a une dizaine d'années, qui, à la suite de l'affaire ukrainienne, a été mis sous le boisseau. Mais si, dans une démarche unilatérale, la Russie levait la nécessité de visa, comme elle l'a fait pour l'Ukraine, par exemple, à l'égard de la Russie, eh bien, on peut penser que beaucoup de ses citoyens, et en particulier ces jeunes, viendraient plus facilement en Europe. Encore une fois, c'est une stratégie de soft power qui n'a pas d'implication politique immédiate, mais qui constituerait un geste important et qui montrerait que finalement l'Union européenne ne cherche pas à nuire à la Russie en tant que telle, mais qu'elle peut proposer des choses concrètes à ses citoyens. Rapidement, le vaccin Spoutnik est une victoire pour les scientifiques et pour l'industrie russe. C'est aussi un atout diplomatique pour le président Poutine. Oui, vous auriez pu ajouter pour Vladimir Poutine aussi, c'est une immense victoire. Rappelons les réactions empreintes de dérision, voire de mépris en août dernier lorsque la Russie a annoncé avoir enregistré ce vaccin. C'est une victoire symbolique importante qui bat en brèche le récit selon lequel la Russie est un pays du tiers-monde finalement. Un pays en retard. La Russie est parvenue assez rapidement à mettre en œuvre un vaccin, et elle en a deux autres d'ailleurs qui vont arriver. Donc pour la Russie, c'est un outil nouveau, important, de soft power, de diplomatie concrète à l'égard de pays traditionnellement amis. On pense aux livraisons à la Serbie, à l'Arménie, à la Palestine, vous en avez parlé dans votre journal, mais il y a aussi un élargissement de la géographie des coopérations avec des pays comme la Corée du Sud, l'Inde, l'Argentine, le Mexique par exemple. Merci beaucoup Arnaud Dubien d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour votre analyse.